Test, test. Oui. Bon, on va commencer. Bonjour à tous. Donc c'est une nouvelle session. On est assez peu nombreux, donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions, à nous interrompre. On a malheureusement perdu pas mal de nos intervenants. Donc Nathalie est la rescapée. Donc je la remercie énormément d'avoir pu venir aujourd'hui. Donc moi je suis Isabelle Hilali, je suis la CEO de Datacraft. On est une start-up avec un modèle particulier puisqu'on est un club pour les data scientists. Voilà, et donc on existe depuis 3 ans. On organise des ateliers pour un échange de bonnes pratiques entre experts data. Et voilà, on a 26 entreprises qui sont membres du club et puis un peu plus de 600 chercheurs et freelances. Et donc Nathalie, qui est notre speaker vedette du coup. Donc Nathalie Révol. Je vais partager la parole alors. Donc Nathalie est chercheuse en informatique à l'INRIA et elle est également très impliquée dans un certain nombre d'associations, dont Femmes et Mathématiques, dont elle pourra vous parler dès que je lui donnerai la parole. Et donc juste pour introduire le sujet, la question c'était l'inclusion et tout particulièrement le rôle des femmes en fait dans l'intelligence artificielle. En quoi c'est quelque chose d'important, pourquoi, qu'est-ce que ça apporte. Et donc voilà, c'est l'échange qu'on va avoir entre nous et puis aussi avec vous pendant une petite heure. Donc peut-être pour commencer Nathalie, si tu veux te présenter un petit peu plus longuement et notamment qu'est-ce que c'est Femmes et Mathématiques aussi en dehors de ton poste à l'INRIA. Okay. Donc moi je suis Nathalie Revol, je suis chercheuse en informatique à l'INRIA depuis 20 ans. Et auparavant, j'étais enseignante-chercheuse en mathématiques appliquées à l'Université de Lille. Et je suis arrivée à l'association Femmes et Mathématiques à peu près en 2000. À l'époque, c'était un peu la seule association... Femmes et Sciences, par exemple, n'existait pas encore. Donc c'était un peu la seule association à laquelle je pouvais me raccrocher. Et cette association, elle essaie de promouvoir les femmes en mathématiques à tous les niveaux. Donc il y a des interventions en collège et lycée. En particulier, il y a des organisations de journées filles et mathématiques informatiques, une équation lumineuse. Donc on prend que des lycéennes. Et elles ont une conférence scientifique, un atelier stéréotype, un speed meeting, un théâtre forum. Donc à Lyon, on en organise une fois par an. Et là, il y a une deuxième qui a démarré ce matin aussi. Elles travaillent aussi au niveau des doctorantes pour qu'elles soient connues un peu partout parce que... en recherche comme ailleurs, le réseau, c'est important. Donc être connue de ses futurs collègues, c'est important. Elle travaille aussi au niveau des femmes qui sont déjà en poste. Elle travaille à faire du lobbying. Par exemple, il y a eu beaucoup de lobbying raté, mais auprès de Jean-Michel Blanquer pour qu'il ne fasse pas la réforme du lycée parce qu'on avait annoncé qu'il y aurait beaucoup moins de filles qui suivraient la spécialité mathématique. Bon, voilà, ça s'est produit. Mais mes collègues à Paris ont fait quand même beaucoup de lobbying. Donc voilà le type d'action que peut faire Femmes et Mathématiques. Alors peut-être en introduction sur le sujet, du coup pourquoi c'est important en fait d'avoir une bonne représentation et une grande diversité sur les sujets d'intelligence artificielle, c'est que on l'a vu, c'est vraiment la question des biais notamment qui est importante. Si on remonte à avant l'intelligence artificielle, si on prend par exemple les tests de QI qui étaient faits, donc ça c'était bien avant l'intelligence artificielle, on sait qu'il y avait énormément de biais puisqu'ils avaient été faits par et testés sur des populations principalement aux États-Unis, en Asie, et donc il y avait un gros biais qui faisait que notamment les autres populations, mais aussi les femmes étaient souvent répondaient moins bien, mais c'est parce que en fait le test n'avait pas été ni conçu pour elles, ni testé en prenant en compte leur spécificité. Donc dans l'intelligence artificielle, c'est exactement ça, sauf que des fois on s'en rend compte encore moins puisque des fois on a du mal à savoir
ce qu'il y a un peu sous le capot des modèles qu'on utilise. Et donc c'est extrêmement important voilà, d'avoir cette représentativité, cette façon de voir qui est différente pour chacun, mais où on sait qu'il y a des spécificités féminines notamment. Et donc il y a un vrai sujet de représentativité qui est extrêmement important, sachant qu'aujourd'hui les femmes sont vraiment sous-représentées dans la science en général, comme tu disais, et puis et tout particulièrement aussi sur tous ces métiers liés à l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai ça commence à plein de niveaux. Toi, on va peut-être parler de tous. Hein. Si on commence par l'école, toi, qu'est-ce que tu vois sur au-delà même de l'intelligence artificielle, sur comment tu expliques en fait le fait qu'il y ait déjà en arrivant en post-bac beaucoup moins de jeunes filles qui choisissent des carrières scientifiques? Qu'est-ce qu'on peut faire voilà, qu'est-ce que vous faites vous, au quotidien? Alors, dès l'école primaire, on sait que, enfin, ça a été étudié, les enseignants et les enseignantes s'adressent peut-être autant aux filles qu'aux garçons, c'est pas tout à fait sûr, mais vraiment pas de la même façon. Donc les filles, elles sont supposées être sages, calmes, sérieuses. Donc elles ont appris leur leçon, donc les filles, on va les interroger pour réciter la leçon d'hier. Et puis les garçons, alors d'abord ils sont bougeons, donc il faut les interroger souvent parce que ça les canalise. Et puis on va les interroger pour plutôt avoir des nouvelles idées. Et les filles, même, enfin, dès le CM2, elles ont intégré le fait qu'elles ont moins leur place, qu'elles ont moins de possibilités d'orientation plus tard, que les garçons ils peuvent rêver tout ce qu'ils veulent et qu'elles elles pourront pas faire tout ce qu'elles veulent. Donc dès le primaire, c'est intégré. Au collège, donc ça c'est Marie Durubella par exemple qui a étudié ça, Nicole Mosconi, Baudelot et Estrablé, j'ai perdu leur prénom, je suis désolée, qui ont refait la même étude à 40 ans d'écart en fait, et ça n'a pas vraiment bougé. Et au collège, on a par exemple Clémence Perronnet qui a regardé comment les collégiens et les collégiennes s'intéressent ou pas aux sciences et aux maths. Et il y a plusieurs choses qui jouent. Il y a d'abord ce phénomène de s'adresser moins aux filles qu'aux garçons et puis de supposer voilà, qu'elles sont juste capables de réciter leurs leçons. Il y a le fait que les sciences, c'est plus comme en primaire où c'était très expérimental, où on manipulait. Donc ça devient un truc abstrait et on décroche. Et puis ce qu'elle dit aussi, c'est que les collégiens et collégiennes commencent à construire leur orientation et ils voient bien que, pour le Covid, est-ce qu'il y a eu un expert noir à la télé qui a parlé du Covid de temps en temps ? Non, si je suis noire, je ne peux pas être expert en médecine un jour. Ça n'existe pas, j'en ai jamais vu. Et pareil pour les femmes dans tous les domaines techniques. Enfin, voilà. Et au lycée, ça continue. Les garçons, on continue à leur dire, quand ils ne sont pas brillants, on continue à leur dire tu es un paresseux de talent. Si tu te mettais à bosser, tu pourras avoir des bons résultats. Tandis que les filles, on leur dit tu bosses bien, donc en fait, tu es à fond, tu es au maximum de tes possibilités. Parce qu'elles sont sages, elles ne font pas de bruit, donc on pense qu'elles sont à fond. Et du coup, ça les freine. Et on sait que les filles, avec la même moyenne qu'un garçon, elle va se dire je ne suis pas capable de réussir dans telle ou telle spécialité plus tard. Et en particulier en mathématiques, on a beaucoup perdu de filles depuis la réforme du lycée. Donc je suis assez fâchée contre la réforme du lycée. Je crois que vous l'avez entendu. Voilà. Et même les filles qui sont, ou qui étaient, parce qu'avant la réforme du lycée, on avait quand même 47% de filles en terminale scientifique. Même ces filles-là, elles ne se projettent pas dans un métier scientifique plus tard. Ou alors un métier scientifique lié au care, donc tout ce qui est médecine, aux soins, à l'aide à la personne. Et par contre, tout ce qui va être dur, sciences dures, et le mot, il n'est pas anodin, je pense. Je suis désolée, mais tout ce qui est sciences dures, elles se disent ça ne va pas être pour moi. Et en post-bac, j'observe un truc, alors je ne sais pas si s'il y a eu des études dessus, donc là, je vais être ma scientifique un peu propre, c'est ma subjectivité, mais j'ai noté quand même que quand je vais en primaire, ce que j'observe, les sociologues l'observent aussi, quand je vais en collège, ce que j'ai pu observer de façon subjective, ça a été conforté par des sociologues, donc je me dis que peut-être que mon point de vue n'est pas si délirant que ça. J'ai l'impression qu'après le bac, les filles, donc, elles se destinaient au métier du care, aux soins à la personne, et maintenant elles se destinent aussi à tout ce qui est environnement. Donc on les trouve beaucoup en agriculture, en agronomie pour essayer de protéger la planète. Voilà. Mais par contre, tout ce qui va être aussi en technique dure et puis éventuellement poste avec beaucoup de gros salaires, ça leur fait peur.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Peut-être que, enfin, on voit bien hein, quand on parle d'intelligence artificielle, ça recouvre beaucoup de métiers en fait, entre ceux qui vont préparer les données, ceux qui vont développer des modèles. Et c'est vrai que je dirais, là où ce qui requiert le plus de maths et d'informatique, ça va vraiment être le data scientist plutôt que certains autres métiers. On voit qu'il y a aussi besoin de croiser en fait les expertises, c'est-à-dire avoir, tu parlais d'agriculture par exemple, avoir une connaissance du métier et du domaine, et puis se former en complément aussi à des méthodes de data science. Donc ça sera peut-être ce qui permettra aussi de faire des passerelles et d'intégrer plus de filles. Nous, au club, en fait, chez Datacraft, on avait organisé une soirée en essayant de comprendre qu'est-ce qui fait que les expertes vont aller dans une entreprise plutôt qu'une autre. On a un certain nombre de filles, beaucoup moins que de garçons dans le club. Et en général, tout le monde se les arrache. Donc on se disait, mais pourquoi elles choisissent telle entreprise plutôt que telle autre? Et on a vu beaucoup de témoignages, c'est assez intéressant. Alors il y a plein de choses qui sont les mêmes que pour les hommes, hein, qui vont être le sens du travail, qui vont être est-ce que j'ai accès à beaucoup de données ou non, parce que si je vais dans une entreprise pour travailler sur la data et qu'en fait j'arrive, les données, soit il n'y en a pas, soit elles sont inaccessibles. Donc ça c'est des choix, je ne suis pas sûre qu'il y ait de spécificité, hein, mais on avait creusé un peu plus en leur disant est-ce que, par exemple, quand il y a des entretiens qui font que vous vous dites ah non, je vais faire le premier entretien, mais je n'irai pas au deuxième parce que vraiment, ce n'est pas une boîte pour moi. Et là, il y avait des choses assez intéressantes qui étaient dites, notamment des pratiques qui sont un peu des pratiques modernes et qui se font où on va se mettre à toute l'équipe en fait pour recevoir le candidat, là en l'occurrence la candidate, et ça part d'une bonne intention parce qu'on se dit c'est sympa, déjà ça ira plus vite et puis en plus comme ça elle verra toute l'équipe, sauf que ce qu'on dit toutes les candidates qui témoignaient, c'était quand j'arrive et qu'en fait j'ai en face de moi 8 mecs et que je suis toute seule, c'est hyper stressant et je me dis non mais enfin, voilà, je vais pas y arriver. Puis ils n'ont pas compris que, il faut un petit peu d'inclusion dans le process de recrutement. Et du coup, je vais même pas au deuxième entretien en fait. Donc ça, c'est des tout petits trucs en fait auxquels on pense pas nécessairement, et on se dit ah ça c'est une bonne pratique. J'avais vu pas mal de DRH qui prenaient des notes en disant bon on fait plus ça. Éventuellement on invite quelqu'un d'autre pour être avec nous, et puis peut-être qu'on est un peu moins nombreux. Donc ça c'est vraiment des choses importantes en fait. Et toi quand on avait discuté, tu avais aussi des exemples de bonnes pratiques en fait de recrutement, pas nécessairement pour des équipes d'IA, qui faisaient que voilà, ça donnait envie aussi à des femmes ou des filles de rejoindre des équipes. Si tu peux partager ça. Oui. Alors, il y a des bonnes pratiques et il y a des mauvaises. Ça t'embête si je commence par les mauvaises? C'est très bien. Non, il vaut mieux garder le bon pour la fin. Voilà. Donc, il y a une très mauvaise pratique qui est de repeindre la tech en rose. Alors, si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, vous irez chercher sur Internet après un film qui a été payé par l'Europe et qui s'appelait Science, It's a Girl Thing, où vous voyez un scientifique, donc un mec en blouse blanche avec un microscope, voilà, c'est ça, un scientifique, qui voit débarquer 3 top modèles en haut talons, qui marchent en se déhanchant et tout. Et puis, donc elles sont liées à tout ce qui est en lien avec la cosmétique. Donc, vous voyez une goutte de vernis qui tombe et qui rebondit. Vous voyez un truc à poudre, un pinceau. Je ne suis pas super forte en maquillage, vous voyez. Avec de la poudre qui vole. Enfin, voilà. Donc, ils avaient fait ça et l'idée, c'était d'attirer les collégiennes vers les métiers de la science. Parce que, voilà, c'est rose, c'est girly, il y a du cosmétique. Et ça, je crois qu'il est resté moins de 2 jours en ligne, ce truc-là. Alors, vous pouvez encore le trouver, parce qu'évidemment, une fois que c'est sur Internet, ça ne se perd pas. Voilà. C'est un collector, ça. Ça, je vais le chercher, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai sur mon ordi, s'il faut. Mais voilà, donc on évite de peindre la tech en rose. Pourquoi on évite de peindre la tech en rose? Ça a plusieurs effets pervers. Ça veut dire qu'il y a des sciences différentes. Il y a une science pour filles et une science pour garçons. Et on sait bien que ce qui est pour garçons, c'est ce qui est valorisé. Donc s'il y a une science pour filles, en fait, voilà, c'est contre-productif. Et puis, en plus, les filles ne sont pas forcément toutes intéressées par le fait de concevoir des vernis et des poudres. On est d'accord.
Dans les autres choses, il y a l'utilisation de rôle modèles, et ça peut être à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Donc les rôles modèles, c'est de présenter des modèles de femmes en sciences ou en intelligence artificielle, enfin dans le domaine qu'on veut illustrer. Alors ça peut être une mauvaise chose, parce que si je vous demande une femme scientifique, qu'est-ce que vous me répondez? Oui, j'aurais dit ça aussi. Vous m'avez dit Marie Curie. Marie Curie, c'est la seule personne qui a eu 2 Nobel. Donc ça met la barre un peu haute. Je suis une lycéenne et je me dis, mince, la seule femme scientifique qui existe, c'est Marie Curie, c'est 2 Nobel. Bon, ben non, je vais faire autre chose. Okay. Donc, montrer des femmes scientifiques, c'est bien. Il faut en montrer des plus accessibles. Donc, des historiques, c'est bien aussi pour montrer que ça ne date pas d'aujourd'hui, que les femmes ont toujours fait des sciences. Et puis, montrer des femmes accessibles. Pareil, les top modèles du film dont je vous parle, c'est des top modèles. Moi, je ne me promène pas en haut talons et en mini-jupe super classe. Voilà, j'ai l'âge que j'ai. Et donc, la bonne chose à faire, c'est de montrer des rôles modèles qui sont des femmes banales. Donc, je vais très souvent en lycée, en collège, parce que je suis banale, on peut me croiser dans la rue, je suis normale. Donc, on peut se dire, ah bah si elle l'a fait, pourquoi pas moi? Parce que Marie Curie, ça met la barre un peu haute. Et il y a une expérience, enfin non, c'est pas une expérience, une pratique qui a été adoptée à l'université Carnegie Mellon University en Pennsylvanie. Et là, c'est la question qui se sont posées, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi les filles ne viennent pas et pourquoi elles partent? Et pourquoi les filles ne viennent pas? Ils se sont rendus compte que sur leur lettre de motivation, il fallait expliquer ce qu'on savait déjà faire en informatique, pour aller suivre un cursus en informatique. Et ils se sont dit, nos critères ne sont pas les bons, on va former des gens en informatique. Donc on n'a pas besoin de leur demander ce qu'ils savent déjà. Ce n'est pas ça nos critères. Donc ils ont reformulé leurs critères pour que ça soit basé sur d'autres choses qui les intéressaient aussi, mais qui ne demandent pas un prérequis en informatique. Et puis ils l'ont fait savoir, parce que si vous décidez tout seul dans votre coin, ça ne va pas. Et une fois qu'il y a les filles, plus de femmes qui sont arrivées, ils se sont rendus compte d'un deuxième phénomène qui était que, alors si je caricature un peu, les mecs, ils ont fait de l'informatique et ils font les gros kékés, ils maîtrisent tout. D'abord, ils ne vont pas dire que je ne sais pas. J'arrête mon cliché. Et les filles, elles étaient là, mince, mais je ne suis pas à ma place, tout le monde sait déjà faire, moi je ne sais pas. Et donc elles abandonnaient en cours de route. Et donc ils ont fait des groupes de niveau en disant, on fait un groupe de niveau au départ, à la fin de l'année, tout le monde arrivera au même point. Et ça a permis, alors là c'était le double effet, ça a permis à la fois aux filles qui s'étaient inscrites à l'université et aux typiquement latinos qui décrochaient, d'être dans leur groupe de niveau qui va à la bonne vitesse et avec le bon environnement sans se dire les autres savent faire, pas moi. Et ça marche beaucoup mieux. Voilà. Et la dernière chose qu'il y a, et en France ça fait hurler, ça peut être les quotas. Donc l'université de Trondheim en Norvège a imposé des quotas. Alors en fait, ils n'ont pas imposé des quotas, ils ont fait leur recrutement et puis ils ont mis plus 30 étudiantes. Et ça, ils n'ont pas eu besoin de le faire indéfiniment. Ça, au bout de 20 ans, ils ont arrêté parce que c'est bon, ils ont leur 30-40% de femmes au moins. Donc ils se sont arrêtés. Alors, ce que tu disais sur le recrutement à Carnegie Mellon, c'est vraiment intéressant et c'est amusant parce que nous, on voit quand on discute avec nos membres, de plus en plus, ce qu'ils disent, c'est qu'ils valorisent vraiment de plus en plus la partie soft skills ou la partie connaissance des domaines. Et que finalement, c'est plus facile. Alors, il y a encore une pénurie de talents, mais ça devient un peu plus facile de trouver un data scientist, un data ingénieur. Mais ce qui est vraiment, vraiment compliqué, c'est d'en trouver un ou une, en l'occurrence, qui connaissent un domaine. Donc, je ne sais pas, je suis Colas, par exemple, dans la partie BTP. Trouver quelqu'un qui va s'intéresser au domaine de la construction et qui, en plus, soit data scientist ou data ingénieur, c'est vraiment compliqué. Et si en fait, il n'a aucune appétence pour s'intéresser à mon métier, en fait, il ne sera pas très bon. Et du coup, il y a une espèce de tendance qui arrive tout doucement maintenant qu'on se dit finalement on commence à trouver un peu plus de talent parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont formés à se dire finalement la personne qui va au moins s'intéresser mais vraiment à mon métier, ça c'est un super atout
Et du coup, ça revient un peu à ce que tu disais, finalement, le recrutement, est-ce que c'est faire passer des tests, donc on est entre super experts, on va faire passer des tests très techniques en fait, et c'est ça qui va être le critère de recrutement, ou est-ce que c'est plutôt aller tester la capacité à s'intéresser à mon métier, voire même la preuve que je m'y intéresse déjà réellement. Et on voit qu'il y a une petite tendance en fait vers ça qui a d'autant plus de sens que de toute façon la partie, ce qu'on apprend à l'école ou en se reformant, ça change tellement vite que finalement le plus important c'est la capacité à apprendre. Donc oui, sur certains métiers très pointus, il faut avoir une capacité en maths et en informatique, mais c'est sur un tout petit bout, c'est même pas 10% des métiers de la data. Et sur cela et sur tous les autres, en fait, la capacité à interagir avec les autres et la capacité à s'intéresser au métier, elle est vraiment prépondérante. Et moi, j'étais très étonnée d'entendre des DRH de grands groupes très classiques, en fait, dire finalement, on commence à mettre une très grosse part, en fait, sur cette partie-là. Donc ça, je pense que c'est certainement, ça sera très intéressant, en fait, pour l'évolution des recrutements. Là, on parlait beaucoup de comment on recrute, mais après, ce qu'on voit, c'est que la difficulté, c'est de garder aussi les gens. Et du coup, peut-être se poser la question de est-ce qu'il y a des environnements qui sont, alors du coup, des environnements de travail, hein, qui sont plus favorables en fait on va dire, à des expertes femmes que d'autres. Est-ce que ça compte en fait l'environnement de travail? Alors là, je pense que c'est plutôt à vous de répondre, mais je voudrais apporter 2 éléments de réponse. On peut avoir une solution qui est temporaire pour aider à franchir un cap, qui est de mettre en place des mesures d'accompagnement spécifiquement pour les femmes, donc du mentorat, du coaching, vous imaginez ce que vous voulez. Mais ça ne peut pas être une mesure permanente, parce que si l'environnement continue à être défavorable, on va être obligé de toujours pratiquer ça, et puis on va finir par se décourager en disant bah, ça ne marche pas, regardez, on aide les femmes, et puis on n'a toujours pas plus, il faut toujours continuer à les aider. Donc un premier pas, ça peut être d'aider les femmes qui sont là à rester et à progresser. Mais surtout, je pense que le plus important, c'est de se poser les questions des critères qu'on veut dans son environnement. Donc si dans votre environnement, vous voulez des critères d'excellence et de compétition, ben, il faut savoir que les femmes, elles n'aiment pas trop ça. Si vous dites on va travailler de façon collaborative, ça risque de mieux se produire. Mais j'aimerais bien avoir votre avis sur qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce qui serait important à mettre en place. Bonjour. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que ça se passait... Alors, j'ai pas entendu le début de la présentation, mais ça se passe très tôt au niveau de l'attractivité de gens qui peuvent être féminins, mais en fait, plus généralement, des gens qui ont des complexes de l'imposteur. Et je veux pas faire de stéréotypes, mais je le retrouve plus, en tout cas moi, chez les ingénieurs, les data scientists femmes que chez les hommes. Et donc, les offres d'emploi qu'on a tendance à poster vous demandent d'être l'expert génial en tout. Et moi, j'ai eu pas mal de nanas qui se censurent. C'est-à-dire que même moi, la pression est telle que de toute façon, ils viennent quand même en entretien, quoi. Mais je me retrouve souvent à devoir faire, quand j'ai identifié que la personne était très bien, à devoir dire bon, on peut laisser tomber le complexe de l'imposteur, c'est pas grave, tu peux pas être bonne partout. On est obligé de faire ce premier pas. Mais ça, c'est dû aussi à la façon dont, de toute façon, on pose de façon stéréotype. On peut tester tout de suite sur LinkedIn des offres d'emploi ou sur n'importe quel site Welcome to the Jungle. On demande des experts en tout. Experts en tout, ça va vous faire fuir des gens qui ont des complexes de l'imposteur. Donc c'est pas que les femmes, mais ça joue un petit peu plus, je trouve, de ma petite expérience. Merci. Effectivement, pour un poste, quand on demande à un homme ou une femme de postuler, l'homme, s'il a 60% des capacités requises, il estime que c'est bon, et la femme, elle estime qu'il en faut au moins 90. Ça, c'est étudié. D'autres suggestions, d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses chez vous qui maintiennent? Merci. Je travaille dans le secteur public et on se penche aussi sur la question. Vous m'entendez? Et il y a des choses qui peuvent être mises en pratique qui sont concrètes aussi. Par exemple, pour gérer les enfants,
il y a des espaces en particulier qui peuvent être mis à disposition pour les femmes qui doivent par exemple tirer son lait, des pratiques de télétravail, même à 100% quand on revient au travail après l'accouchement ou même avant. En fait, le congé maternité ou paternité est pris souvent vers la fin de la grossesse ou après la naissance de l'enfant. Mais en fait, il peut y avoir des problèmes physiques assez, enfin, pas prévisibles, même du début de la grossesse. C'est quelque chose que je ne savais pas, mais déjà de parler de ça, ça peut faire penser à des problématiques et donc à des solutions qui sont très concrètes à mettre en place au travail. Alors, juste peut-être pour compléter, parce que nous, on n'a pas la vision vraiment spécifique au niveau de la science, mais en tous les cas, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Madame, on a une vision finalement des attentes des femmes post-crise sanitaire, puisqu'on sait qu'en fait, il y a vraiment des millions de femmes qui ont quitté le marché du travail, parce qu'en fait, elles ont remis au centre de leur vie leurs priorités et l'équilibre vie privée et vie pro. Et pour le coup, il y a vraiment un vivier aujourd'hui de population féminine qui attendent justement que le travail soit plus adapté à leur organisation personnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a constaté, notamment dans le cadre de la pénurie de talents. Donc, le sujet de l'organisation du travail, le sujet du travail asynchrone et d'avoir plus de souplesse, c'est effectivement une attente qui ressort de manière vraiment assez forte, pas que pour les femmes d'ailleurs, mais encore plus pour les femmes qui sont très sensibles au sujet de l'inclusion et de la diversité, pour la fidélisation encore plus que les hommes. Donc c'est vrai qu'on voit des différences. Voilà. Et c'est vrai que ce sont des métiers où ça s'y prête assez bien quand même. Alors déjà, il y a eu toute l'explosion du télétravail, des nouvelles méthodes de travail post-Covid, mais sur les métiers de la data science, en fait, vous avez vraiment besoin d'explorer. C'est indispensable, vous avez besoin de collaboration ouverte. Alors les entreprises ne le comprennent pas tout de suite. Des fois, elles le comprennent durement parce qu'en fait, elles perdent les talents et à force d'avoir 4 équipes de suite qui démissionnent, elles se disent faut peut-être qu'on prévoit, qu'on ait d'autres méthodes d'organisation. Mais c'est vrai que un expert data, il a besoin d'aller à des meet-up, donc à des rencontres qui vont se faire le soir avec d'autres experts. Il a besoin d'aller chercher des données dans d'autres entreprises. Donc les anciennes habitudes où tout est hyper protégé, on ne parle surtout pas aux autres, qui sont potentiellement tous des concurrents, ça explose un petit peu, même si évidemment il y a des réalités business et il y a des choses où il y a de la concurrence. Hein, mais en tout cas, il y a obligatoirement beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus d'ouverture, des habitudes de flexibilité. Et en plus, comme c'est des métiers en tension, il y a assez de facilité à dire, en fait, là, votre environnement de travail ne me convient pas, donc moi, je vais voir ailleurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça oblige les entreprises à évoluer. Et du coup, dans cet équilibre... alors, c'est jamais facile, hein, parce que nous, on voit toutes les femmes qui sont au club. Enfin, c'est facile pour personne, d'ailleurs, de jongler entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Mais on voit que c'est un peu plus difficile quand même pour les femmes, globalement encore. Mais que sur ces métiers-là, il y a une adaptation qui se fait réellement, ne serait-ce que parce que sinon, on perd ses équipes. Et on les perd réellement. Enfin, moi, le nombre notamment de grosses boîtes, mais même de start-up aussi qui sont membres du club, qui ont des équipes qui restent, je dirais, en moyenne 1 an. En tout cas, la moyenne sur nos membres, ça doit être 18 mois sur ces postes-là. Donc ça veut dire que ça coûte très cher de les retrouver. C'est une énorme perte en termes professionnel, de contenu aussi, parce qu'il faut réapprendre, il faut recomprendre le métier. Donc du coup, il y a des efforts particuliers qui sont faits pour permettre beaucoup plus de flexibilité. Et je trouve que c'est très intéressant parce que du coup, ça irradie un peu sur le reste de l'organisation, parce que vous ne pouvez pas avoir une organisation complètement atypique pour ces métiers de la data et pas pour les autres. Alors, c'est quand même le cas. Ils ont souvent la chance d'être dans des locaux un peu privilégiés. Ils ont souvent la chance d'avoir plus de flexibilité que les autres.
Mais à un moment, quand même, les ressources humaines des entreprises s'emparent du sujet et on voit qu'ils sont à la pointe de l'innovation qui se passe. Et du coup, pour les femmes, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un vrai impact. Alors, je suis ravie d'entendre ça parce que j'ai découvert récemment les chiffres. Les femmes qui sont en informatique, il y a 50% qui quittent le secteur avant leurs 35 ans. Alors, pour les hommes, c'est 17%. Oui, il marche encore. Voilà. Donc j'étais effarée par ce chiffre, si tu me dis que ça va mieux. Voilà. Et sur ce qui était dit juste avant, sur le fait d'avoir un métier qui permette de concilier vie professionnelle et vie personnelle, juste, c'est vraiment une histoire de façon de voir les choses. En Malaisie, dans les universités, il y a 2/3 des étudiants qui sont des étudiantes, 70% des enseignants sont des enseignantes à l'université de Penang, par exemple. Et quand on demande aux étudiantes de Malaisie pourquoi, ben, elles vous expliquent que l'informatique, ce n'est pas un métier physique, ce n'est pas un métier salissant, c'est un métier où on rencontre peu de monde et on n'est pas à l'extérieur, donc on ne risque pas les agressions physiques. En fait, c'est même un métier qu'on peut faire de chez soi en gardant ses enfants. Donc c'est un métier de femme. Et du coup, une autre question, en fait, est-ce qu'on a des outils de mesure comment on peut mesurer l'évolution de la situation? Est-ce qu'il y a des choses qui existent, alors soit sur ces métiers de datation, soit de façon globale toi, en tant que chercheuse, par exemple, tu utilises quoi comme données pour essayer de savoir si la situation est bonne, mauvaise, si elle s'améliore? Alors les laboratoires doivent faire des rapports d'activité très régulièrement et donc l'information se trouve dessus. Et puis au niveau en dessus, au CNRS par exemple, maintenant ils fournissent des données, des statistiques qui sont genrées. Mais il y a aussi beaucoup de bénévolat. Par exemple, en mathématiques appliquées, il y a des bénévoles qui maintiennent un site web avec tous les postes d'enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses qui s'ouvrent. Et puis note qui a été recruté. Donc on peut faire des statistiques voilà, à la main comme ça. Mais oui, l'état des lieux, c'est hyper important parce que quand on parle avec les gens, on dit il n'y a pas de femmes dans tel domaine. Et au lieu de raisonner en scientifique en disant bah, les stats, c'est ah oui, 10%, c'est pas beaucoup, ils vont dire mais non, j'en connais une. Et ça, c'est pas une approche scientifique des choses. Une statistique, ça ne veut pas dire qu'il y a 0% de femmes. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc oui, on peut en connaître une. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont envie de poser des questions à Nathalie, qui veulent... c'est toujours compliqué les questions. Oui. Je suis pas sûre d'avoir besoin du micro. Ouais, ça marche. Ma question, c'était, vous disiez qu'il y a une grande proportion de femmes qui quittent l'informatique avant leurs 35 ans. Ça s'explique comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de femmes qui quittent ce secteur avant leurs 35 ans? Je pense qu'elles ne se sentent pas à leur place. Je voulais revenir sur un truc que tu as dit en introduction sur la gravité des biais en intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est embêtant d'une part parce que l'intelligence artificielle reproduit les biais qui sont dans les données. Donc, par exemple, quand Amazon avait un algorithme qui rejetait les CV de femmes parce que dans le passé, c'est ce qu'on faisait. Mais le deuxième truc qui est embêtant, c'est que ça aggrave les choses parce que les données, elles vont être encore plus dans ce sens-là. Puisque l'intelligence artificielle a refusé les CV de femmes, elle apprend encore plus que, dans la majorité des cas, on refuse les CV de femmes. Donc en fait, ça perpétue... Ça peut, ouais. Bon, alors moi, je suis une grande optimiste, donc je le vois plutôt côté Amazon positif. a arrêté son algorithme en voyant ça. Hein. Oui, tout à fait. Mais si je peux prendre un exemple, nous, on avait organisé un atelier sur en fait, c'est une des startups qui est membre du club, qui a un algorithme qui permet de faire du matching entre des compétences et des postes à pourvoir. Voilà. Et on s'était dit, tiens, c'est intéressant, on va regarder ce que ça permet de faire. Et du coup, on avait eu beaucoup de discussions, notamment avec les managers, avec les équipes RH qui disaient, mais en fait, c'est hyper flippant parce que l'algorithme, selon comme il est programmé, il y a des gens, ils n'auront plus du tout accès à certains postes parce que voilà, ils répondront pas aux critères. Et il y avait plein de gens qui disaient, moi, par exemple, c'est sûr, j'aurais jamais été recrutée parce que voilà, l'algorithme vu comme il... Mais
alors on peut le voir comme ça, et là c'est très angoissant, ou au contraire on peut se dire de toute façon, nous on est vraiment loin, loin, loin d'être parfait en tant qu'être humain. On voit bien les recrutements, il y a des gens effectivement qui seraient super dans une organisation, mais qui passent jamais le cap des entretiens parce que voilà, ils sont pas dans les standards habituels. Et au contraire, on peut se dire que c'est une chance parce qu'à partir du moment où on va programmer quelque chose, on peut se poser des questions. Et typiquement, on peut en tant que chef d'entreprise dire, voilà, ok, utiliser des solutions d'intelligence artificielle pour, par exemple, sélectionner des candidats pour les postes, mais débrouillez-vous comme vous voulez. Moi, je veux absolument que y ait une part de, par exemple, je veux qu'il y ait au moins 10% de candidats qui soient là par hasard, voilà, parce que j'ai envie d'avoir cette surprise, ou alors je veux que dans les critères, vous mettiez la bienveillance, parce que c'est une des valeurs de l'entreprise, ou voilà, ou l'éco-responsabilité, ou enfin peu importe. Après, c'est à chaque entreprise de choisir ses critères, mais du coup, le fait de confier la programmation d'une solution d'intelligence artificielle à d'autres, c'est aussi le moment de se poser des questions qu'on ne se pose plus. Typiquement, on sait que quand on recrute, naturellement, on est attiré par des gens qui nous ressemblent. Voilà, ça c'est un biais humain. Et donc se dire, moi je veux casser ça, et par exemple on est une boîte où on n'est que des polytechniciens, justement je veux absolument qu'il y ait différentes écoles qui soient représentées, qu'il y ait différentes... Donc on peut aussi considérer que c'est une chance. Et après c'est vraiment à nous de faire en sorte que ça en soit une et que ça aggrave pas justement les biais qu'on a. Alors, comme chercheuse, c'est une chance parce que ça nous donne 2 sujets de recherche. Un, arriver à tester si les algorithmes ont des biais. Et une deuxième chose qui est d'avoir des intelligences artificielles qui sont explicables. Moi, je voudrais juste rejoindre Isabelle pour dire que moi, je pense que je suis plutôt optimiste pour la suite. Parce que le problème des biais, l'exemple là, c'est un biais. Mais le problème fondamentalement des biais, c'est juste que le domaine est assez jeune et les gens sont encore un peu embouchés. Ils ne savent pas poser une question métier. Donc, comme ils ne savent pas poser une question métier, ils ne savent pas chercher une vérité terrain. Celle qui vous intéresse, je veux dire. Le problème fonctionnel qu'a commis Amazon, c'est une erreur de bleu, une erreur de bleusaille. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la donnée que prennent des recruteurs pour entraîner leur algorithme. Donc, ils ont reproduit le biais. En fait, ils ont juste supprimé la valeur ajoutée, c'était juste de supprimer le recruteur et de gagner son salaire. Mais on ne rendait pas les choses mieux. Ce que fait aujourd'hui un data scientist qui a un minimum de jugeote, c'est de dire, OK, si je veux faire un algorithme pour améliorer les recrutements, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un historique de gens recrutés et je vais ensuite prendre le résultat, mettons 1 an, 2 ans, 3 ans après, les évaluations qu'il y avait dans le poste. Et là, j'ai peut-être une chance d'entraîner un algorithme qui, objectivement, peut-être très cynique, peut-être qu'il manquerait de valeur ou de choses comme ça, mais qui, au moins sur des critères entre guillemets objectifs, pourrait dire les personnes que j'ai recrutées, se sont bien adaptées comme ci, celles qui sont plutôt comme ça sont bien adaptées. C'est un problème de retour terrain. Or, ce que je constate, parce que je suis un peu vieillot dans le domaine, ça fait une vingtaine d'années que je suis du machine learning, ce que je constate dans le truc, c'est que ça y est, on commence vraiment à se dire, ah oui, une vérité terrain, ça se pose, donc si j'ai une bonne vérité terrain, en fait, déjà, on élimine plein de problèmes de biais, c'est-à-dire qu'en dehors de la statistique, en dehors des a priori, etc., un problème métier bien formulé, avec une bonne vérité terrain, ça commence à être un réflexe. Et ça fait sauter des biais. Donc naturellement, ça permet de dire, ok, par exemple, tu parlais des valeurs, ça va poser aussi les critères d'évaluation des employés. Parce que du coup, on va avoir on peut avoir, après moi je suis assez optimiste comme garçon, mais on peut avoir une boucle vertueuse. Parce qu'on peut se dire, si j'introduis des valeurs, je me dis, je vais introduire des valeurs un peu positives de ce qu'apporte la personne au groupe, ce qu'elle apporte comme énergie, ce qu'elle apporte comme... quelle que soit la façon dont on veut le représenter, ça veut dire que du coup, pour être capable d'évaluer ça, je vais devoir l'évaluer aussi sur mes employés, parce que sinon je ne vais pas pouvoir avoir ma vérité terrain qui colle. Donc ça veut dire que je vais commencer aussi à évaluer l'action des gens dans mon entreprise en fonction de ces valeurs, pas seulement au recrutement, parce que ça on le voit aussi beaucoup. On la pose la valeur au recrutement, la RH va faire passer le test en disant il colle pas aux valeurs, mais en fait sur le terrain dans la boîte, les gens non plus ils collaient pas aux valeurs. Enfin, je veux dire, ça peut arriver. Là, ce sera plus possible. Si on veut faire un système qui fonctionne, on est obligé de créer une boucle vertueuse par la vérité terrain. Donc, les biais vont se combattre. Je crois que les biais vont se combattre naturellement parce que c'est même ce qui est le plus efficace d'un point de vue complètement cynique. C'est-à-dire que si je veux fabriquer une machine qui fonctionne, je suis obligé de mettre les 2 éléments en adéquation, d'un point de vue purement ingénieur et indépendamment de toutes les valeurs et tous les gains. Donc je pense que ça va sauter.
Voilà. C'était un peu ma conclusion optimiste avec l'exemple de Carnegie Mellon. Il faut travailler ces critères. C'est intéressant de nous obliger à réfléchir à nos critères. Alors, c'est vrai qu'on travaille chez Manpower Group, donc autant vous dire que le sujet du recrutement et de la fidélisation et de l'attractivité, c'est forcément des sujets qu'on explore. Et ce qu'on voit, c'est que les critères bougent, notamment sur le sujet des diplômes, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui avaient choisi des critères on va reproduire, on apprend, qui viennent du terrain. Et ça, c'est en train d'exploser parce que des grands groupes comme IBM ou d'autres sont en train de se dire, en fait, il faut qu'on reste vraiment sur les aptitudes, les soft skills et qu'on sorte un peu des stéréotypes pour recruter et pour justement essayer d'élargir et amener à plus de formation et à plus d'ouverture dans les recrutements. Donc, au-delà de l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger et ça rejoint ce que vous dites. Oui, tout à fait. Il y a une chose que tu disais, Nathalie, aussi, c'est à la question d'explicabilité. Parce que c'est vrai que alors, quand on est face à une personne, des fois on arrive un peu à se dire « Ah tiens, elle doit avoir tel ou tel biais ». Quand on appuie sur un bouton et que le choix se fait tout seul, la question qui se pose, c'est « Mais il y a quoi derrière en fait ?» Et donc ça, c'est très compliqué. Il y a tout un tas de réglementations au niveau français, européenne, il y a les Acts, il y a beaucoup de choses qui vont nous forcer à expliquer le mieux possible en fait les hypothèses qui sont sous-jacentes des modèles qu'on utilise. C'est très complexe, mais en soi, je dirais, c'est presque un état d'esprit et c'est une façon de faire qui est indispensable en fait. Se dire, essayer d'avoir le plus de transparence possible dans les hypothèses qu'on a mises pour entraîner un modèle. Et donc là, il y a un gros travail qui va être fait. Il y a aussi un gros travail d'éducation, puisque tous ceux qui développent ces modèles, il faut vraiment qu'ils aient conscience qu'il faut qu'ils expliquent le plus possible et qu'ils soient capables d'avoir conscience de leur biais. Donc il y a des outils qui sont en développement pour permettre une forme d'audit et d'explicabilité, mais ça sera un combat permanent, je pense, mais très intéressant. Peut-être, on peut prendre... Ouais. Oui, j'avais juste une petite question par rapport à... Tout à l'heure, on a parlé du cas un peu négatif d'Amazon qui, du fait du manque de diversité, de prise en compte de différents profils, on a eu ce couac qui est assez important. Mais est-ce que vous auriez un cas positif où on s'est dit, grâce à la diversité de nos équipes, on a réussi à mieux comprendre le problème, on a donné une réponse plus complète, ou on a réussi à aller plus loin dans la construction d'un système, que ce soit de l'IA ou dans l'industrie. Est-ce que vous auriez un petit retour d'expérience de ce type-là sur un projet? Il y a deux exemples que je peux citer. Il y a quelqu'une qui s'appelle Joy Buonlawimi, si je ne massacre pas trop son nom, qui est une diplômée du MIT, qui travaillait sur la reconnaissance faciale, et elle est noire. Et elle s'est rendue compte que tous les algorithmes qu'elle utilisait n'arrivaient pas à reconnaître son propre visage. Alors que si elle mettait, je ne sais pas si vous voyez les masques de carnaval qu'on achète pour les enfants pour qu'ils les décorent, si elle mettait ça devant son visage, là, elle était identifiée comme étant un être humain. Et du coup, elle a maintenant créé une société dont j'ai oublié le nom, mais pour vérifier que les algorithmes sont justes. Et c'est encore une femme. Donc, je parlais tout à l'heure des questions de justice générale et les femmes qui s'en occupent. Quelqu'une qui s'appelle Cathy O'Neill, qui était consultante dans des grosses sociétés d'audit et qui a écrit un livre qui, en anglais, alors en français, le titre est moins drôle, mais en anglais, c'est A Weapon of Mass Destruction, avec math qui est à la fois mathématique et de maths, où elle cite un tas d'exemples où on refuse des crédits à des gens noirs ou à des femmes, ou etc. On prédit plus de récidives à des délinquants s'ils sont afro-américains que s'ils sont blancs. Et même sans le mettre dans les données, mais juste avec l'adresse aux États-Unis, selon le bloc dans lequel vous habitez, on sait à peu près tout ça. Et donc, elle travaille pour lutter contre ça. Elle a aussi monté un cabinet de conseil pour lutter contre ça. Ouais, moi, j'ai un exemple positif aussi en tête que j'aime bien. Dans nos membres, on a une boîte qui s'appelle Auti Consult, qui fait travailler que des autistes Asperger. Et
Et en fait, il y avait un témoignage très très intéressant du CNES, donc le Centre national d'études spatiales, qui fait travailler un de leurs consultants. Donc c'est le spectre de la neurodiversité. Hein. En l'occurrence, il est Asperger et c'est un data scientist. Et c'était vraiment assez intéressant ce qu'elle disait. En fait, quand on travaille sur un projet, que ce soit d'intelligence artificielle ou autre, là en l'occurrence c'était d'intelligence artificielle, on est un groupe et même si on est très différents et même si on est des hommes et des femmes, on a quand même un certain nombre de repères communs. C'est-à-dire qu'on va se dire, pour essayer d'avoir un algorithme qui permet d'améliorer la reconnaissance d'images, par exemple satellite, voilà le type d'information qu'il faut aller chercher. Et si on se met ensemble, y compris hommes et femmes, on va un peu se mettre d'accord sur les mêmes données. Il y aura des sensibilités différentes et c'est là où c'est intéressant d'avoir des filles dans l'équipe. Mais en l'occurrence, ce qu'elle expliquait, c'est que leur consultant Asperger, en fait, il a une manie du détail et il a des obsessions sur certains sujets, parfois pas très compréhensibles par le reste de l'équipe, sauf qu'en l'occurrence, lui, il voulait absolument qu'on intègre une donnée qui semble un peu absurde à tous les autres. Et voilà, et ça a été la clé. Ça faisait je ne sais pas combien de mois qu'ils essayaient d'améliorer leur modèle, qu'ils n'y arrivaient pas. Et lui, je crois qu'en l'occurrence, c'est l'effet de groupe. Ils se sont dit, bon, allez, ok, on prend sa donnée, mais on voit vraiment pas pourquoi. Et c'était super intéressant, parce que du coup, on s'est dit, ah bah oui, nous aussi, tiens, on aimerait bien en avoir un avec ce profil-là dans notre équipe, parce que c'est de la diversité. Et sur les sujets de data, en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un métier de geek, c'est un métier de créatif. Et alors, il y a une partie technique, hein, mais les meilleurs, c'est ceux qui vont avoir de l'imagination, qui vont aller chercher d'autres données. Voilà. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'était un joli exemple. Vraiment, il m'a marqué parce que c'est vrai que je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là. Et je m'étais dit, tiens, effectivement, la diversité, alors là, en l'occurrence, assez large, c'est vraiment quelque chose de positif pour une équipe. J'aime beaucoup les mots de créativité, d'imagination que tu as mis. Ça, je pense qu'on peut mettre sur une feuille de poste et qu'on attirera des femmes. Peut-être, je te donne le mot de la fin. Je sais pas si on peut peut-être prendre une dernière question si quelqu'un a des regrets. Non, pas de regrets. Bah, du coup, je te donne le mot de la fin. Je ne sais pas si quand on t'a invité à parler à cette table ronde, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir Ce qui m'a donné envie de venir, alors ça va être une note un peu pessimiste, j'étais un peu agacée quand j'ai vu l'intitulé parce qu'en fait, tout était mélangé. Donc il y avait pourquoi est-ce qu'il faut des femmes dans les sociétés qui font de l'IA, comment on les attire, pourquoi c'est bien parce qu'on va vendre plus de produits et comment on attire les lycéennes. Et ça, c'est tout mélangé. Donc un chef d'entreprise, il veut vendre plus de produits, je comprends, donc il faut qu'il trouve des arguments il y a des arguments qui lui parlent à lui. Mais si on veut attirer une femme dans l'entreprise, c'est pas en lui disant on va vendre plus. Voilà. Donc en fait, c'est à nouveau l'histoire des critères, c'est chacun a ses critères. Et donc le critère du chef d'entreprise, ça va pas être le même critère que celui du politique qui a financé l'éducation de ces femmes qui quittent le secteur, parce que lui aussi il perd de l'argent. Donc lui aussi il peut avoir ses critères à lui. C'est pas le même critère que la femme qui vient d'être recrutée. Et c'est pas forcément le même critère que la lycéenne qui se demande de ce qu'elle va faire plus tard non plus. Et donc je trouvais ça intéressant qu'on puisse discuter en séparant les choses. Pour le brief de l'année prochaine, on te le soumet avant. Eh ben, merci beaucoup. Merci Isabelle. Voilà. Merci à vous pour vos témoignages. On a parlé de témoignages de personnes un peu communes comme vous, je ne vais pas dire